de retour dans l'Africa Newsroom. Nos éditorialistes Sami Mochtabi, Gracien Roukindikiza et Samuel Niabok sont toujours avec nous. L'Afrique, vous le savez, connaît une réelle transformation de son économie ces dernières années. Le continent recèle de nombreux atouts naturels et d'une croissance démographique, mais doit pouvoir transformer ses potentiels en création de richesses. Plusieurs pays concourent aujourd'hui vers la croissance économique. Depuis plus d'une décennie, l'Afrique a en effet enregistré une croissance remarquable qui n'a toutefois pas engendré son émergence. Emmanuel Milimono. Plusieurs États d'Afrique tentent de se positionner au rang des pays émergents avec une dynamique économique qui suscite de l'espoir. Un des nouveaux défis qui se présentent au continent est l'identification et la conception des politiques concrètes et opérationnelles capables de créer une transformation structurelle et un développement inclusif. Cela suppose tout d'abord une disponibilité de recettes budgétaires qui permettent aux États de financer leur développement. Il faut une stratégie de mobilisation accrue des ressources. Donc il faut une augmentation du taux de pression fiscale qui ne doit pas être du matraquage fiscal. Donc élargir l'assiette fiscale sans toucher au taux et engendrer ce débat autour de la transition fiscale. Dans la majorité des pays africains, la croissance économique repose encore sur l'exportation des ressources naturelles. Toutefois, cette croissance doit reposer sur une amélioration de la productivité des facteurs de production fondée sur les progrès technologiques, le développement des compétences humaines et la promotion d'un climat des affaires propice aux investissements. Les nouveaux impératifs de l'émergence pousseront également les pays africains à revoir les politiques monétaires sur le continent. Toute économie qui émerge induit une forte demande et toute économie qui induit une forte demande induit de l'inflation. Tant qu'il y a la croissance économique, l'inflation n'est pas un problème. Donc il est clair que le processus d'émergence va engendrer une redéfinition des objectifs de la politique monétaire. Ça veut dire qu'il va falloir reposer la question du financement monétaire du déficit budgétaire. L'accélération de l'industrialisation et la transformation des matières premières sont essentielles à la consolidation et à la pérennisation d'une croissance forte et durable en Afrique. L'agenda 2063 pour le développement se fixe pour ambition de diviser par 10 le nombre de pauvres et de faire accéder les 2/3 des Africains à la classe moyenne. Toutes ces politiques de développement ne peuvent avoir d'impact positif que dans un environnement de stabilité, de paix et de sécurité. Samuel, c'est vrai qu'il y a un paradoxe avec toutes ces données chiffrées. Nos pays enregistrent des taux de croissance honorables, voire très bons, et pourtant, les populations ne voient pas leurs conditions de vie améliorées. Oui, c'est d'abord un problème structurel au niveau de la politique économique des États. Je pense qu'au cours des dernières années, la croissance a été essentiellement portée par les matières premières. Et l'agriculture n'a pas suffisamment joué son rôle. Les services non plus, même s'il y a une évolution fulgurante au cours des 5 dernières années sur la place de l'agriculture et des services dans la plupart des pays, que ce soit au Nigeria, au Kenya, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Mais ailleurs, ces composantes-là ne sont pas au rendez-vous. Et il va falloir que les politiques puissent davantage et élargir leur façon de concevoir la politique globale au niveau national. Il faut d'ailleurs, pour que la population puisse ressentir cette croissance économique, développer davantage des politiques sociales de développement. Les politiques sociales de développement visent d'ailleurs à renforcer le développement rural. Ce sont des couches populaires dans les zones rurales qui sont davantage les laissées pour compte. Il faut développer les infrastructures, désenclaver les localités qui ont une accessibilité difficile pour que le villageois qui peut produire dans sa localité puisse facilement se rendre en ville pour vendre sa production. Mais maintenant, il faudrait aussi, au niveau de l'État, une forte décentralisation. Parce que si tout le pouvoir économique reste concentré dans les grandes métropoles, il sera difficile de faire bénéficier cette croissance à l'ensemble de la population. Alors, Gracien, on vient de le dire, des conditions de vie des populations qui ne se sont pas améliorées, mais pire encore, on a l'impression que ces dernières années, le fossé entre les plus riches et les plus pauvres s'est encore davantage creusé. Oui. Le fossé s'est creusé, il y a eu la croissance en Afrique, il y a la croissance en Afrique, mais il y a l'appauvrissement de la population dans plusieurs pays en Afrique. Pourquoi cela? Parce qu'avec cette croissance, il s'est constitué
je ne dirais pas des mafias, au niveau proche du pouvoir, des pouvoirs en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont beaucoup enrichis et l'argent retiré de la corruption ne sert pas à développer leur pays. L'argent se retrouve en Europe. Je peux vous donner un exemple. Un pays comme l'Angola, il y a des Angolais qui vont jusqu'à acheter, je ne vais pas les nommer, jusqu'à acheter la deuxième banque du Portugal, qui vont acheter des villas au Portugal. C'est-à-dire que l'argent qui devait servir en Angola, les devises qui sont là, sont rapatriées, sont envoyées en Europe pour acheter des biens en Europe. Pour l'enrichissement des politiques et en même temps développer l'Europe. Alors que l'Afrique en manque. Il y a aussi, comme il y a cette corruption, il y a un problème aussi de distribution, de redistribution des revenus. L'argent se concentre dans la main de quelques-uns, soit qui investissent dans l'immobilier pour eux-mêmes, qui n'investissent pas dans la production. C'est-à-dire que cet argent manque dans l'économie. L'argent, on voit bien au niveau du produit intérieur brut, ce qu'on appelle le PIB, mais en réalité, l'argent ne rentre pas dans la circulation monétaire du pays. Et ce qui fait que les gens ne peuvent pas consommer, même si on produit, tant qu'on ne consomme pas, il n'y aura pas cette croissance, ne sera pas maintenue. Il y a le pétrole, il y a les mines, nickel, l'or dans plusieurs pays, mais à un certain moment, 10 ans, 20 ans, il n'y en aura plus et les Africains vont être rattrapés par la réalité des choses. Avec cet argent, ils ont oublié de développer l'économie africaine, ils ont oublié de développer le niveau de vie des citoyens pour consommer. On va se retrouver toujours les derniers en Afrique. Samuel, le pays des paradoxes, c'est bien évidemment le Nigeria, première puissance économique du continent, avec un or qui est complètement aux mains de Boko Haram, un taux d'illettrisme qui est particulièrement important et un taux de pauvreté qui l'est tout autant. Tout à fait. Plus de 60% de la population nigérienne vit sur le seuil de pauvreté. Et c'est réellement un paradoxe qui n'est pas simplement à observer au Nigeria, on l'observe quasiment sur l'ensemble du territoire. Ce que je voulais dire à la suite de Gratien, c'est qu'il faudrait aussi que l'on améliore la gouvernance. Si la gouvernance, et il a parlé de la corruption, la plupart des contrats que ce soit des contrats miniers ou des contrats dans les hydrocarbures, se font toujours dans un environnement profondément opaque. Et donc, ce sont ceux qui sont dans les administrations et dans les gouvernements ou qui gèrent de près ces secteurs-là qui en profitent le plus. Et donc, même s'il y a des recettes qui proviennent de ces produits, ceux-ci ne vont pas directement dans les caisses de l'État. Et on observe aujourd'hui que le budget d'investissement dans la plupart des pays reste très, très infime. Et donc, on ne peut pas développer un pays si on attend de façon ad vitam aeternam que l'aide vienne de l'extérieur. Encore qu'il faudrait que la conjoncture financière et économique internationale soit propice au développement et à l'accroissement des investissements directs étrangers. 42,73 millions de dollars, c'est le montant qu'accorde l'État kényan à la compagnie aérienne nationale. Le prêt a pour but d'aider la compagnie à faire face aux difficultés financières qu'elle traverse. Il faut dire que Kenya Airways est confronté à plusieurs défis, liés notamment à une baisse des recettes consécutive manifestement à l'épidémie d'Ebola et à l'effondrement du secteur du tourisme. On fait le point avec Emmanuel Milimono. Le gouvernement kenyan accorde 24,73 millions de dollars à la compagnie aérienne nationale. Kenya Airways connaît une baisse importante de ses recettes, due notamment à l'effondrement du tourisme et en grande partie à l'épidémie d'Ebola. Son ratio dette-capitaux propres s'est établi à 275% à la fin de l'exercice fiscal 2013-2014, avec une dette nette de 77,8 milliards de shillings, soit 833,4 millions de dollars. Dans le court terme, là, dans l'immédiat, oui, ça peut permettre le renflouement de la trésorerie de la compagnie, peut l'aider à tenir. Mais comme on le sait, Kenya Airways est confronté à deux types de problèmes, conjoncturels et structurels. Conjoncturel, c'est lié au terrorisme au plan structurel. Il y a la pléthore justement du personnel et puis des aéronefs. Le directeur général avait annoncé fin mars que la compagnie allait contracter des crédits relais sans pour autant donner d'estimation par rapport au montant. Les pertes en 2014 tournaient autour de 4,2 milliards de shillings, soit 4% de chiffre d'affaires annuel. Ça peut se régler vite si la question de la confiance revient
la neutralisation du terrorisme et une politique dynamique de la compagnie pour ramener les touristes au Kenya et puis voir avec l'État comment assurer la sécurité touristique. La compagnie aérienne kenyane a enregistré des pertes de 12,5 milliards de shillings, soit environ 134 millions de dollars au cours du premier semestre de l'exercice fiscal 2014-2015. Pour réduire les coûts, le transporteur kenyan a dû procéder à des licenciements de son personnel. Cette mesure a attiré la colère des syndicats et incité Kenyan Airways à renégocier les contrats d'entretien de sa flotte et l'augmentation des vols intérieurs pour compenser la perte. Gratien, que pensez-vous de ce prêt de l'État kényan accordé à Kenya Airways? C'est une bonne chose. Kenya Airways pouvait par exemple s'adresser au marché boursier du Kenya. Il avait droit, mais il n'a pas voulu. C'est adressé à l'État. C'est de l'argent, je ne peux pas dire facile, mais qui ne va pas demander beaucoup de conditions. En même temps, c'est que les problèmes de Kenya Airways ne sont pas liés ni à Ebola, ni à beaucoup de personnel. C'est surtout un problème de gestion et un problème de vision, parce qu'il y a un tâtonnement au niveau des dessertes. D'une part, on commence à penser qu'on va relier l'Afrique à d'autres continents, notamment l'Asie. Du jour au lendemain, on change. On se concentre sur les vols on se concentre sur l'Afrique, alors qu'on n'avait pas de concurrence, par exemple, pour Nairobi, New Delhi. Et en Afrique, justement, où là on veut se concentrer, on perd les marchés, on n'arrive pas à garder les marchés. À côté, on a, par exemple, Rwandair, la compagnie du Rwanda, qui est en forte croissance, qui achète beaucoup d'avions, qui assure les dessertes qui devaient être assurées aussi par Kenya Airways. Et les marchés aussi de Kenya Airways sont rongés par Ethiopian. Donc, il y a un problème de vision, un problème d'organisation aussi, un problème commercial, avant vraiment de penser en disant on fait des pertes. Oui, Kenya Airways fait des pertes, mais aussi il faut se demander pourquoi commercialement on perd les marchés alors que les autres en gagnent. Justement, Samuel, pourquoi? Oui, je pense que les autorités de Kenya Airways doivent intégrer une gestion prudente du secteur marketing et une étude fiable du marché, parce qu'au cours des dernières années, quand même, la compétition est devenue beaucoup plus rude. Il y a Ethiopian qui prend des parts importantes de marché. Il y a de nouvelles compagnies qui accroissent leur destination. Il a parlé de la compagnie rwandaise qui a d'ailleurs engagé des négociations pour commencer à desservir le Cameroun ou des pays en Afrique centrale, ce qui limite la marge de manœuvre de Kenya. Donc il faudrait une gestion prévisionnelle de toutes ces acquisitions. Le fait que l'État puisse accorder de l'aide à Ethiopian est une bonne chose, c'est peut-être un ballon d'air qui lui est offert, mais il va falloir que ce ballon d'air serve efficacement, parce que si la capacité de remboursement de cette dette n'est pas acquise, je pense que c'est l'État qui va en faire les frais et sa capacité à financer les autres secteurs, notamment sécuritaires, parce qu'il faut d'ailleurs aussi souligner que l'État fait face à de gros problèmes dans sa capacité à lutter contre le terrorisme, dont les groupes armés Shebab qui fragilisent une bonne partie du nord-est du pays. Merci Samy d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci à vous également Samuel. Merci Amira, bonsoir. Et merci à vous Gratien. Merci Amira, bonsoir à tous. Vous l'aurez compris, c'est la fin de l'Africa Newsroom, mais on se retrouve la semaine prochaine avec une semaine consacrée au mouvement syndical sur le continent africain. À très vite.